Quelques enjeux de cette rencontre avec nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé et Adama Kamara. Davos, la ville grisonne de la Suisse, accueille pour la 45e fois le Forum économique mondial avec plus de 2500 personnalités, hommes politiques, experts en économie, en santé, acteurs culturels et bien d'autres. 45 éditions et une première participation pour le Mali et le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta qui a compris l'enjeu. Car Davos, au regard des défis économiques et politiques actuels, représente une occasion unique de cultiver des relations avec de nombreuses personnalités de haut rang. C'est un espace de visibilité pour le Mali, pour que le président de la République qui est pour venir porter, en tout cas au monde économique qui se réunit chaque année à Davos, qui est la plus grande rencontre économique dans le monde et qui met le là pour l'activité économique dans le monde pour l'année 2015, pour venir porter également la voix du Mali, mais également nouer des partenariats avec certaines entreprises les plus grosses dans ce monde-là, mais également des leaders politiques. Il faut comprendre que Davos réunit toutes les sensibilités politiques au niveau mondial, mais également économiques, qui se réunissent pour discuter des grands enjeux économiques de ce monde-là. Aujourd'hui, nous savons tous que l'année 2014 a été marquée par une faiblesse de nos systèmes de santé, par exemple, nous en Afrique de l'Ouest, on a vu la crise Ebola et d'autres crises qui peuvent venir demain. Donc ça, c'est des problématiques qui sont également discutées. À cette plateforme de coopération entre les publics et les privés, le Mali veut tirer le maximum de profits avec sur la table des projets prioritaires dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de la santé et j'en passe. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, animera ce jeudi des panels sur ces sujets d'envergure, participera à une série de rencontres multilatérales et bilatérales. Aujourd'hui, être présent dans ce forum-là, qui est un forum qui est extrêmement restreint, donc c'est de discuter avec tous les partenaires et d'apporter les projets qui sont importants et prioritaires pour le gouvernement du Mali, prioritaires pour le président de la République, pour également les partager avec les partenaires qui sont ici présents, au niveau des institutions, au niveau politique à travers d'autres pays, des chefs d'État d'autres pays également sont ici présents, mais également les partenaires du secteur privé mondial, échanger avec eux et à travers cela, le président de la République a différentes rencontres et certains ministres ont différentes rencontres et des panels sur lesquels ils discutent, ils ont des échanges qui sont plutôt privés et pas forcément publics pour discuter de vrais projets et voir dans quelle mesure est-ce que le Mali peut tirer le meilleur profit de cette rencontre-là. Il faut souligner que plus de 300 sessions sont programmées durant ces 4 jours et ce sont presque tous les leaders politiques et économiques du monde qui s'exprimeront sur le nouveau contexte de croissance. Certainement, l'ébauche des nouvelles ordres mondiales à ce Davos 2015. Et ici à Bamako, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire sous la présidence du Premier ministre Modibo Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte. Au chapitre des mesures législatives au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, c'est le rapport du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant l'adhésion de la République du Mali à la Convention numéro 122 sur la politique de l'emploi adoptée à Genève le 9 juillet 1964 par la 48e session de la Conférence internationale du travail. La Convention numéro 122 sur la politique de l'emploi adoptée le 9 juillet 1964 par la Conférence internationale du travail vise à assurer une expansion économique fondée sur le plein emploi productif et librement choisi. En vue de réaliser cet objectif, tout État parti à la Convention doit formuler et appliquer une politique visant à stimuler la croissance et le développement économique, à élever les niveaux de vie et à répondre aux besoins de main-d'œuvre et résoudre le problème du chômage et du sous-emploi. Cette politique tend à garantir la disponibilité du travail pour toute personne disponible et en quête de travail, le travail aussi productif que possible, le libre choix de l'emploi et la possibilité pour chaque travailleur d'acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d'utiliser dans cet emploi ses qualifications et dont, quelle que soit sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion politique, son ascendance nationale et son origine sociale. La politique nationale de l'emploi adoptée par le gouvernement en 1998 vise les mêmes objectifs. Notre pays n'ayant pas pris aux négociations pour l'adoption de la Convention de 1964,
et ne l'ayant pas signé, l'adoption du présent projet de loi autorisant l'adhésion du Mali à la Convention numéro 122 permettra à notre pays de manifester son consentement à être lié par la dite Convention. Cette adhésion contribuera à renforcer la mise en œuvre des politiques dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les modalités de mise en œuvre de gel administratif de fonds des terroristes, de ceux qui financent le terrorisme et des organisations terroristes. Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont des formes perfides du crime transnational organisé. Ces phénomènes ont des conséquences néfastes sur l'économie nationale et compromettent la solidité et la stabilité des institutions. Le phénomène étant planétaire, la riposte de la communauté internationale s'est traduite par la mise en place d'un dispositif planétaire de traque de la finance souterraine, notamment à travers des résolutions des Nations Unies 1267 du 15 octobre 1999 et 1373 du 28 septembre 2001. En application de la résolution 1267 de 1999 et en vue de prévenir l'utilisation des services bancaires et financiers de l'Union à des fins de financement d'actes de terrorisme, l'UEMOA a adopté un règlement applicable dans les États membres ayant pour objectif de fixer les règles relatives au gel de fonds et autres ressources financières appartenant à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme désigné par le comité des sanctions de l'UEMOA. Au niveau national, la loi du 30 décembre 2010 portant loi uniforme relative à la lutte contre le financement du terrorisme définit le gel de fonds et autres ressources financières comme toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion du portefeuille. La loi du 30 décembre 2010 ne précise pas les modalités du gel de fonds et autres ressources financières et rend l'autorité compétente désignée responsable des opérations de gel. L'autorité compétente est également responsable, entre autres, de l'application des législations relatives au gel des fonds, notamment le règlement numéro 14-2002 CM-UEMOA du 19 septembre 2002 relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans les États membres de l'UEMOA, ainsi que des décisions du Conseil des ministres de l'Union relatives à la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières et celles établies par le Conseil de sécurité des Nations, de l'examen de recours portés devant elle de toute personne physique ou morale dont les biens ont été gelés, de la publication au journal officiel et dans un journal d'annonce légale de toute décision de gel ou de déblocage des fonds. Le présent projet de décret a été initié pour fixer les modalités de mise en œuvre de gel administratif de fonds des terroristes, de ceux qui financent le terrorisme et des organisations terroristes. Il désigne le ministre chargé des Finances comme autorité compétente en application des recommandations de l'atelier sous-régional d'experts des pays membres de l'UEMOA portant sur le régime du gel des avoirs et dispositions afférentes à la loi uniforme de l'UEMOA dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme tenue à Dakar, au Sénégal, du 9 au 11 mars 2010. Enfin, il crée une commission interministérielle de gel de fonds dont le secrétariat est assuré par la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique. Voilà, c'était donc là le contenu du Conseil des ministres de ce mercredi. Le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la lutte contre la maladie à virus Ebola est dans notre pays.
Bien que après que notre pays ait été déclaré pays sans Ebola, Ismaël Ould Cheikh Ahmed a salué les efforts fournis par les autorités pour endiguer le virus. C'était au cours d'une rencontre avec le Premier ministre. Il est au micro de Mohamed Diarra. Je suis venu porteur d'un message du secrétaire général des Nations Unies et de la direction générale de l'OMS pour dire au peuple malien et au gouvernement malien, à son Excellence le président Ibrahim Boubacar Keïta, à son Excellence Monsieur le Premier ministre Modibo Keïta et aux ministres aussi, nos félicitations parce que je crois qu'aujourd'hui nous sommes tous très contents de voir qu'après 42 jours, nous n'avons pas vu de nouveaux cas. Nous mesurons beaucoup nos termes parce que c'est important. Ceci dit, j'étais très touché par la modestie du peuple malien et du gouvernement malien qui ont fait une célébration extrêmement modeste. Et j'ai été particulièrement touché par les mots du Premier ministre qui a dit non seulement c'est par rapport à la culture d'humilité du peuple malien, mais c'est surtout par rapport par le respect aux voisins qui sont encore en difficulté. Nous ne pourrons célébrer que le jour où le virus aura été éliminé de l'ensemble des pays de la sous-région. C'est un message du Premier ministre qui m'a beaucoup touché et qui correspond parfaitement à la vision que nous avons, parce qu'autant nous sommes venus avec un message de félicitations, nous sommes venus aussi avec un message de vigilance, et j'étais très content que le Premier ministre lui-même maintient les instructions dans ce cadre-là, à la fois à ses collègues du gouvernement, mais aussi au peuple, qu'il a fait un message dans ce sens. Ce que je voulais dire enfin, avant de terminer, c'est de dire nous resterons auprès du peuple et du gouvernement malien pour les soutenir dans les semaines à venir. Nous avons deux axes de travail dans les semaines à venir. L'axe, c'est l'aspect transfrontalier, parce que tant qu'il y a encore, comme je l'ai dit, le virus dans d'autres pays, nous devons travailler sur le renforcement de la surveillance au niveau des frontières et de la transmission transfrontalière. Le deuxième axe, c'est la reconstruction des systèmes de santé. Nous voulons transformer cette crise en une opportunité. Et c'est devant nous aujourd'hui un moment historique. Et je pense que c'est un moment historique, donc, comme j'ai dit, dans lequel vraiment le leadership du président Keïta et de son gouvernement a été extraordinaire, parce qu'à la fin, c'est le peuple malien et le gouvernement malien qui méritent d'être félicités. Et le président de l'Assemblée nationale qui informe les députés qu'une séance plénière de la session extraordinaire en cours se tiendra le jeudi 22 janvier. Les jours suivants, c'est à lieu à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur les délibérations des projets de loi intéressant la vie de la nation. 32e session du conseil d'administration de l'AMAP, l'agence malienne de presse et de publicité. Le budget 2015 qui a connu une hausse de 8,89% par rapport à l'année écoulée constitue le dossier principal soumis à l'appréciation des administrateurs. Garibou Pérou, compte rendu. Le projet budgétaire de l'exercice de 2015 de l'agence malienne de presse et de publicité se chiffre à plus de 2 milliards 900 millions de francs CFA en ressources et en dépenses. Le budget a connu une hausse de 8,89% par rapport à l'année dernière, qui se chiffrait à 2 milliards 690 millions de francs CFA. Ces chiffres traduisent la confiance de l'AMAP dans un rebond de l'économie fondé sur une meilleure santé générale du pays et aussi sur des éléments spécifiques comme l'installation attendue du troisième coopérateur et les recettes des sponsoring la Coupe d'Afrique des Nations TAN 2015 en Guinée équatoriale. À l'analyse, on peut confirmer que l'agence malienne de presse et de publicité est en bonne santé. Une santé qui lui permettra de faire face à la réforme des médias et à la concurrence qui s'annonce dans les domaines des technologies de l'information et de la communication. Le soir, je vous le promets, dans quelques mois, va sortir, mais sous un autre visage. Un visage qui non seulement va concurrencer avec les journaux de la base, mais surtout, notre concurrence va se jouer au niveau international. Toujours dans le cadre de la réforme des médias publics, l'AMAP se propose de mettre à la disposition des lecteurs sur Internet ses archives numérisées et son fonds photographique en cours de numérisation depuis l'indépendance. L'augmentation du budget de l'AMAP pour l'exercice 2015 est perceptible à tous les niveaux. Ainsi, la prévision en ressources propres se chiffre à plus de 2 milliards 332 millions de francs CFA, soit un accroissement de 6,35%. Elle est valable aussi pour la subvention de l'État. Sur les 2 milliards 900 millions de francs CFA, le budget spécial d'investissement de l'État s'élève à plus de 596 millions de francs CFA. Ce budget spécial servira à couvrir la première tranche pour l'acquisition
l'acquisition d'une machine rotative afin de permettre au quotidien national d'imprimer dans les conditions idoines conformément à sa devise, la performance quotidienne. À l'occasion du 20 janvier, des messages de félicitations et de soutien qui continuent de nous parvenir. Ce soir, l'Union des forces démocratiques pour le progrès UFDP Samaton et le MIRIA, Mouvement pour l'indépendance, la renaissance et l'intégration africaine, qui soutiennent les forces armées et de sécurité de notre pays et s'inclinent devant la mémoire des soldats tombés sur le champ de l'honneur pour la défense de la mère patrie. La Fondation Oumoudili compte investir 6 milliards de nos francs dans des projets de développement à Nara. Il s'agit à travers ces programmes de réaliser des salles de classe, centres de santé et autres infrastructures de développement. Le lancement du projet s'est déroulé à Nara en présence des représentants du Conseil de cercle et notabilité. Adama Koulibaly, Idrissa Traoré. La fondation prend son nom avec une personnalité de la localité de Nara, Oumoudili. La fondation, qui est une structure d'aide au développement avec de différentes structures à réaliser, est aujourd'hui à Nara. Elle compte investir 6 milliards dans la construction d'écoles avec centres de santé, latrines, des puits à grand diamètre avec pompes solaires pour l'eau potable, ce qui constitue un kit. Le cercle compte 11 communes. Chaque commune va bénéficier de 3 kits. C'est la première fois qu'un partenaire arrive au niveau des collectivités et qu'il offre, c'est-à-dire de telles opportunités aux collectivités. Nara en a bénéficié de 36 kits et nous pensons également que Nara sera traité de façon particulière par rapport au reste du pays, compte tenu que Nara abrite la ville de Dili. Nara avait besoin d'un tel projet de développement, une première que les populations vont recevoir, dit ce ressortissant vivant à Bamako qui s'est battu auprès de la Fondation pour la cause. C'est une chance pour Nara. Je pense que c'est un projet de développement et ça va alléger la charge des habitants. La réalisation de ces infrastructures pour le coordinateur des activités de la Fondation n'a pas une portée politique. Mais le nom de la Fondation ne laisse pas indifférents certains ressortissants de Nara. Faites même que la Fondation a porté le nom de ma grand-mère, Oumoudili. Donc je souhaite une très bonne réussite dans le cercle de Nara. Et j'encourage Modibo, j'encourage tous les élus du cercle de Nara. Le projet ne demande aucun sou aux populations. D'ailleurs, va faire plus de 4000 emplois. Les entreprises locales font partie de la course pour la construction des infrastructures. Les populations de la commune urbaine de Kita qui se souviendront longtemps de la date du 18 janvier 2015. En effet, elle marque l'inauguration officielle d'un pont reliant 4 quartiers financé par un natif de Kita. Le récit de nos envoyés spéciaux, c'est Ragatou Sissé et Abdoulaye Samake. À travers cette coupure symbolique du ruban du pont baptisé Labassi Koulibaly à Kita, le calvaire des quartiers de Moribougou, Ségou Bougouni, Yakofila et Niafala est fini. Ce joyau d'une valeur de 7 millions de francs CFA, construit par l'entreprise Sayon Keita à 6 mètres de longueur, 4 mètres de largeur et 4 mètres de hauteur. Ce pont reliant désormais 4 quartiers de Kita a une ouverture sur le centre-ville et les zones commerciales. Pendant 5 mois de travaux, l'ouvrage vieux de 50 ans, ainsi réhabilité, était inaccessible en période d'hivernage. Situé à Moribougou, le pont Labassi Koulibaly donne un coup d'accélérateur au processus de développement dans la commune urbaine de Kita. Ce geste de M. Mourlaï, symbole de solidarité et de partage avec l'ensemble des populations de Kita, est aussi fédérateur, car il aura permis de rassembler aujourd'hui les jeunes, les vieux, femmes et hommes autour de cet important projet. On a inauguré les ponts et je suis très ému. Vraiment, la population a accepté les ponts et M. Berthier qui est à mon côté est très très heureux aujourd'hui. Parce que lui, il ne pouvait pas imaginer qu'en si peu de temps, on pouvait les faire. Les témoignages de remerciement et de reconnaissance ont été adressés à l'endroit du donateur. Les 4 quartiers de Kita bénéficiant de la réalisation de ce pont formeront pour l'éternité une seule et unique famille. Et la mini-bourse aux céréales qui s'est tenue dimanche à Ségou, l'initiative
de l'ONG Amassa Afrique Verte qui met en relation directe les offres et les demandes pour une fluidité des échanges céréaliers. Kandesila. Cadre de commercialisation et de promotion des céréales locales, la mini-bourse initiée par l'Association malienne pour la sécurité et la souveraineté alimentaire Amassa Afrique Verte met en contact direct les zones de production comme celle de l'Ofi d'Inger avec les acquéreurs potentiels des zones déficitaires de la région de Caille et du district de Bamako. Le principe de fonctionnement de cette bourse est qu'elle donne l'opportunité aux zones déficitaires et aux centres urbains d'assurer leur propre approvisionnement en riz à partir des poches excédentaires. Pour cette 21e édition, le contexte reste marqué par une bonne pluviométrie mais mal répartie. Et les argumentaires pour chaque partie ne manquent pas. D'un côté, le coût de production qui reste élevé et de l'autre, la subvention accordée par l'État. Au finish, les deux parties ont fini par s'entendre sur le prix du kilogramme de riz fixé à 280 francs CFA rendu à Nyono. Les 2 décennies de bourse de Nyono ont apporté des améliorations, notamment au niveau de la qualité de la gouvernance de la chaîne de valeur riz et une professionnalisation accrue des organisations paysannes qui va d'une agriculture de subsistance vers une agriculture entrepreneuriale. À l'issue des négociations, les offres de vente, toute spéculation, se chiffrent à près de 63 000 tonnes contre une demande de 288 tonnes pour une valeur marchande de 80 640 000 francs CFA. On note qu'outre les producteurs et les acheteurs, toute la chaîne de production se retrouve autour de cette activité. Et les autorités nationales qui viennent de mettre à la disposition des exploitants agricoles de Gourmara-Rousse dans la région de Tombouctou un lot d'équipements. 11 périmètres sont concernés sur les 300 hectares exploitables dans le cercle. Le compte-rendu de Nya Fousoukoy. Une dizaine de motopompes et accessoires d'une valeur de près de 150 millions de francs CFA viennent d'être mises à la disposition des producteurs de la 6e région. Les bénéficiaires sont les exploitants de 11 périmètres du cercle de Gourmara-Rousse pour une superficie de 300 hectares. Je remercie les autorités ici, le gouverneur et sa délégation, de les avoir dotés de ces motopompes qui vont booster le développement. Ces motopompes vont éloigner la faim, ça va augmenter leur production, atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous allons bien les gérer parce qu'au niveau de chaque périmètre, nous avons un comité de gestion qui gère chaque périmètre. C'est un sentiment de satisfaction et de légitime fierté parce que c'est des renforcements de capacité de nos producteurs. C'est 11 groupes motopompes, c'est une valeur environ de 150 millions de francs CFA. Donc c'est pour dire encore que, en donnant les moyens de production, la productivité s'en ressortira avec le maximum qu'il faut. Parce qu'ici, dans la région, l'activité principale demeure et reste encore l'agriculture. Ces équipements agricoles ainsi acquis permettront de mieux entreprendre la prochaine campagne 2015-2016. Et cette bonne nouvelle pour les universitaires, le restaurant universitaire de Badalabougou vient d'ouvrir ses portes. Il va offrir des commodités de restauration bien sûr et les étudiants qui ne paieront que 250 francs CFA pour s'alimenter. L'infrastructure a été offerte par la coopération chinoise. Le compte rendu de Batraoré. Le restaurant universitaire de Badalabougou a une capacité de 250 places. L'infrastructure, fruit de la coopération chinoise, va offrir aux universitaires de la colline de Badalabougou des commodités de restauration à un prix abordable. La société, la main à la pâte, a acquis la gestion du restaurant avec appel d'offres. Elle entend relever le défi. Chaque structure a son volet qui a été bien travaillé. Toutes les dispositions sont prises pour gérer une cantine de cette envergure. Ces cantines donnent le plat à 350-500 la fourchette. Mais nous sommes subventionnés par l'État. Je pense qu'avec nos comptables, des experts, 50 francs de marge, nous pourrons donner satisfaction à nos étudiants. On avait des besoins de manger ici, sur la colline de Badala, ici. Donc vraiment, si aujourd'hui on nous donne un lieu
où manger, et c'est un effet qui nous a renforcé sur notre position d'apprenant. Le CENU, Centre national des œuvres universitaires, qui a assuré les travaux complémentaires, aura un œil sur ces joyaux. Nous allons l'aider effectivement à atteindre cet objectif-là parce que nous allons prendre en charge l'eau, l'électricité. Il ne paiera pas de frais de location et on estime qu'avec ça, on prendra au moins 70%, n'est-ce pas, de ces charges. Il y aura également une équipe de suivi du CENU pour voir si les critères pour lesquels il a été retenu sont respectés. Selon son directeur, le CENU est à pied d'œuvre pour une meilleure restauration des étudiants. Après Badalabougou, c'est l'IPR IFRA de Katibougou qui aura sa cantine universitaire très prochainement. Première conférence régionale de l'Union des jeunes du parti RPM de la région de Koulikoro. Ils ont fait l'état des lieux des organes du parti dans la deuxième région. Envoyé spécial à Djoïla, Aboubacar Traoré, Nouhou Sissoko. Quel rôle pour la jeunesse du parti dans la victoire aux élections municipales pour une meilleure assise populaire du parti? C'est la question à laquelle l'Union des jeunes du RPM de la région de Koulikoro a tenté de trouver des réponses lors de sa première conférence régionale à Djoïla. Au regard des difficultés des prochaines élections communales et régionales, il est important que la jeunesse occupe part du choix sur les listes de candidatures en vue d'assurer la relève. La poursuite de la mise en place des comités sous-sections et sections, la promotion des jeunes cadres et l'auto-emploi des jeunes ruraux de la région de Koulikoro. Le succès du RPM aux prochaines élections communales passe par le travail et la cohésion, selon ses responsables. Il nous faudra être en mesure de gagner largement les prochaines élections communales. Ce sont des défis qui sont à notre portée. Ce sont des défis qu'il est de notre devoir de relever. C'est donc le moment de faire preuve de maturité politique. C'est le moment de rivaliser d'ingéniosité et d'avoir des initiatives sanitaires pour mieux expliquer la vision du parti. Il faut que les jeunes vraiment resserrent les rangs. Il faut que les jeunes vraiment se donnent la main. Il faut que les jeunes se sentent responsables, en vue vraiment d'élargir la base du parti. La problématique de l'emploi des jeunes n'a pas été occultée par la conférence régionale UJ-RPM de Koulikoro. Les jeunes ont bien entendu saisi cette opportunité pour parler des questions qui les préoccupent aussi, les questions d'emploi, les questions de formation professionnelle, toutes les questions liées aussi à la citoyenneté, à la construction citoyenne, et pour qu'ils puissent être de meilleurs acteurs pour leur communauté au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Outre les délégués venus des cercles de la deuxième région, la rencontre a enregistré la présence de nombreux députés RPM ainsi que les responsables du bureau national UJ-RPM. Les activités de cette conférence régionale ont pris fin par la finale de la Coupe de l'honorable Mamadou Djerasouba, député élu à Djoïla. Et le président de la République qui a adressé des messages de félicitations au président Danilo Medina, président de la République dominicaine, capitale Saint-Domingue, et au président Donald Ramotar, président de la République de Guyane, à l'occasion de la célébration des anniversaires de leur fête nationale. Le président adresse aux deux peuples ses vives et chaleureuses félicitations. La compagnie Blomba a lancé une série de représentations théâtrales à l'Institut français de Bamako par un conte intitulé « Plus fort que son père », un conte historique qui nous relate les amours de Soumanguru Kanté, roi des Soussous. Moussa Tidiane Kanté. Ramsès, plus fort que son père, un Ziri, conte moderne de la compagnie de théâtre Blomba, avec le rappeur Ramsès et Michel Sangaré de Jean-Louis Sago Duvarou, mise en scène par Michel Van, sous la direction artistique de Aliou Ifran Diaye. Le but du jeu, c'était de le montrer à un public VIP aujourd'hui et d'informer ce public que bientôt, dans l'année scolaire 2015-2016, nous allons organiser une tournée dans les lycées et accompagner de débats et de construction citoyenne.
Un conte musical moderne à partir d'une légende fondatrice du Mali, classique, celle des amours de Soumangourou Kanté, avec son instrument mythique, le bala, et le regard d'un jeune urbain malien campé par le rappeur Sidi Soumaoro, dit Ramsès Damarifa, le fils du mythique Idrissa Soumaoro. La démission des parents, l'espoir du Mali nouveau, debout, où il fait si bon de vivre. La plume de Jean-Louis Sago se promène avec une torche dans le pénombre malien. Le conte est un important instrument de conscientisation citoyenne, dédié prioritairement à la population lycéenne. C'est fantastique. On a assisté à un véritable dialogue qui conjugue le passé, le présent et le futur. Très agréable. Ça parle des thèmes d'actualité, des problèmes du moment, et puis il y a la musique qui accompagne tout ça. La musique a vocation d'éduquer, a vocation de sensibiliser. Notre histoire de Soumaoro Kanté, tous les Maliens depuis l'école primaire, on devait le savoir. Cette pièce véhicule un message extraordinaire, un message d'unité, un message de dialogue intergénérationnel, et je pense que c'est vraiment très important. La légende de Bala, le Mali démocratique, le Mali de la diversité, la valeur du travail, les textes de chansons, de spectacles, c'est encore le théâtre qui triomphe au bénéfice de la culture sur la terre des hommes. Et page culture, toujours fin de la 8e édition du festival d'Aoulaba. Pendant une semaine, les participants du Burkina, du Sénégal et du Mali ont échangé sur le rôle du coton dans la construction d'alternatives aux différentes crises que nous traversons. Makamfin Konati. À travers expositions, défilés de mode, concerts et débats, la 8e édition du festival d'Aoulaba aura permis de mettre en lumière le rôle éminemment important que le coton peut jouer dans la reconstruction du tissu social au Mali. Le coton, qui représente l'or blanc du Mali, peut aussi apporter des solutions à la crise localement et peut permettre au Mali et à l'Afrique de contribuer au changement de mentalité, au changement de comportement et surtout à la façon dont nous nous percevons. Les débats ont porté sur la valorisation et la transformation locale du coton comme facteur de résilience. Ils ont regroupé les femmes et les jeunes plus affectés par les crises. Des échanges, il ressort que la valeur ajoutée du coton transformé sur place peut réduire les flux migratoires et les risques de radicalisation de la jeunesse. Les participants ont surtout recommandé de revoir ce que nous consommons, de reconstituer le trousseau de la mariée avec les produits issus du coton. Cette édition de Daoulaba a également été une occasion de jeter un regard sur le passé à travers les photos de Malik Sidibé, photos dans lesquelles Madame le ministre s'est reconnue. En tout cas, j'ai vu les images. J'ai reconnu les activités, j'ai reconnu les surprises parties, comme on les appelait. C'était juste pour s'amuser en dehors de l'école et revenir à l'école et travailler. Tous ceux-ci sont devenus maintenant vraiment des responsables du pays, c'est sûr. Et Malik vraiment doit être salué pour ces archives-là. Daoulaba a ouvert le débat. Il revient aux acteurs, notamment à la jeunesse, de se saisir des opportunités qu'offre le coton en matière de création et d'innovation afin de trouver des réponses idoines à ces mots. En attendant, les photos de Malik Sidibé restent exposées au Musée national et vivement l'édition 2016 du festival Daoulaba. Et culture toujours, concert géant animé par la virtuose de la Kora, Toumani Diabaté et son fils Sidiki Diabaté. C'était le vendredi dernier à l'Institut français de Bamako. Du répertoire de son dernier album en passant par ses premières compositions, père et fils ont émerveillé le public. Cheikh Oumar Sangaré. Il est 22h environ. La salle est archi-comble et le public a déjà eu droit à une projection de films documentaires sur le père et le fils de la grande famille Diabaté, détentrice des secrets de la Kora. Le duo occupe une scène spécialement décorée pour la circonstance. Nous avons installé ce décor pour d'abord renvoyer l'instrument dans son temps et le projeter un peu dans le présent. Plus de 2 heures durant, Toumani et Sidiki ont tenu en haleine le public tantôt à deux, tantôt en compagnie de leur orchestre. Nominés au Grammy Awards 2015 à travers leur dernier album de 10 titres, Toumani et son fils Sidiki jouent dans une complémentarité presque parfaite.
fantastique. Pour moi, c'était fantastique. Retrouver la famille, retrouver tout le monde. Je pense que vous avez vu vous-même, c'est no comment. Nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dieu merci et je remercie tout le monde. C'est facile. Si vous avez un père qui est vraiment bien avec vous, il n'est pas un père qui vous met la pression, c'est vraiment bien. Une touche sensationnelle de Kora tout en revisitant parfois son ancien répertoire, le maestro a tenu sa promesse sur scène. Ses fans n'en demandaient pas mieux. Je suis ravi, vraiment je félicite le maestro d'avoir fait cette prestation au Mali. On est épaté par son style de musique qui s'adapte un peu à tout et surtout il arrive à rassembler auprès de lui beaucoup de public. Aujourd'hui toutes les nationalités sont représentées ici à l'IFM et on apprécie vraiment sa musique. J'ai toujours aimé Toumani par rapport à ce qu'il fait comme jeu, parce que son jeu est franc, sincère. Les notes ne sont pas du tout éparpillées. Donc c'est du son qu'on ne peut pas trouver ailleurs avec une autre Kora, c'est pas possible. La soirée a aussi été marquée par la prestation de l'orchestre Ali Farka Touré Band et des témoignages des proches de Toumani. Reste à souhaiter bonne chance aux ambassadeurs Toumani et Sidiki pour la finale de la Coupe du Monde de musique. Espoir, contribution pour soutenir les aigles du Mali, toutes catégories confondues. La commission ad hoc continue de recevoir les donations. L'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali a donné un chèque de 20 millions de francs CFA. Compte rendu, Abdelkarim Kaba. Les contributions pour toutes les catégories des aigles du Mali continuent toujours de tomber. Ainsi, des simples particuliers aux institutions de la République, en passant par les organisations de la société civile et certaines structures étatiques, tout le monde veut mettre la main à la poche, chacun en fonction de ses moyens. C'est ainsi que l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali a décidé d'apporter sa contribution en offrant la somme de 20 millions de francs CFA. C'est un devoir citoyen pour nous aussi d'apporter notre contribution au renforcement de cette équipe nationale pour permettre, n'est-ce pas, une contribution et une participation de qualité à cette phase finale. La combinaison de votre vision de développement du sport en termes de politique sportive et l'accompagnement financier que nous, agents économiques, doivent apporter, doivent être nature à assurer le succès et les résultats, et que Dieu bénisse nos équipes nationales, que Dieu bénisse le Mali. En réaction, le ministre des Sports a fait part de toute sa reconnaissance pour ces gestes significatifs. Le plus grand défi pour nous ici à relever, c'est non seulement d'être transparent sur ce qu'on reçoit, mais ensuite être transparent sur ce qui est dépensé et qu'au finish, nous puissions rendre les comptes à tous ceux qui ont donné ne serait-ce qu'un franc pour effectivement accompagner nos différentes équipes nationales. À travers cette remise de chèques, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali assure son accompagnement pour une meilleure prestation des différentes équipes. Et pour la CAN, la deuxième journée dans le groupe A a enregistré le premier 0-0 cet après-midi. La Guinée équatoriale et le Burkina Faso se sont neutralisés de 0 but partout et en seconde heure, le Congo a dominé le Gabon 1-0. Le résumé des deux rencontres avec Mamoutou Dante. Après plusieurs années, les Diables Rouges du Congo ont enregistré une autre victoire en phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Le Congo a dominé cet après-midi le Gabon 1-0. Après avoir été dominé en première période, les Diables Rouges sont revenus des vestiaires avec plus de motivation. À la 43e minute, sur un corner, Prince Oyangue marque l'unique but de la rencontre. Un peu plus tôt, pour sa deuxième sortie dans le groupe A, les vice-champions d'Afrique, le Burkina Faso, a réussi à empocher un point après avoir été accroché 0-0 par les pays hôtes, la Guinée équatoriale. Et pourtant, les étalons ont dominé la partie avec plusieurs occasions de but sans réussir à scorer devant une équipe équato-guinéenne bien en place. Les élangues nationales pouvaient même basculer la rencontre pendant la deuxième période. Après cette deuxième journée dans ce groupe A, aucune équipe n'est encore qualifiée. Lors de la troisième journée, le Congo, leader avec 4 points, affronte le Burkina Faso, 4e avec 1 point. Le Gabon, qui occupe la deuxième place avec 3 points, en découdra avec la Guinée équatoriale, 3e avec 2 points. Et la première journée hier dans le groupe D qui a livré son verdict, les Aigles dans leur prestation face au Cameroun ont presque fait taire les sceptiques. Analyse
de cette première journée avec l'un de nos envoyés spéciaux, Amara Malidialo. Avant ce match de la première journée dans le groupe D, nombreux sont ceux qui ne vendaient pas cher la peau des Guinéens et des Maliens face aux éléphants et aux lions indomptables. Mais la prestation sans complexe du Chili et des Aigles en a surpris plus d'un et a mis les compteurs à zéro dans une poule où les deuxièmes sorties samedi prochain seront décisives. Ça nous permet de rester confiants pour le prochain match et de soutirer tout ce qu'on a fait de bien et de le mettre en pratique contre la Côte d'Ivoire dès samedi, Inch'Allah. Justement par rapport à cette prochaine sortie contre la Côte d'Ivoire, comment comptez-vous l'aborder? De la même façon dans laquelle on a procédé, en étant encore plus concentré, en améliorant ce qu'on a fait de mal aujourd'hui. Et voilà, après, en faisant les choses bien et en jouant notre football tout simplement. On va bien se préparer, d'abord on va bien se reposer, c'est ce qui est primordial pour la suite. Et on a vu la Côte d'Ivoire a fait match nul contre la Guinée, et je pense qu'on a toutes nos chances. Les rencontres Mali-Côte d'Ivoire, c'est toujours sur le plan mental. Comment est-ce que vous allez faire vous? Comme j'ai dit déjà, mentalement on va se reposer parce que ce sont des matchs assez éprouvants. Et on va prendre match par match et essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Les éléphants, le pachyderme ivoirien, prochain adversaire du Mali, ont rendu une copie bien terne face au Chili. Une prestation qui a failli leur coûter cher et qui va les obliger à sortir les grands jeux sans Yao Kwasi Gervais Gervino, leur feu follet, face à une équipe malienne qui jouera son va-tout. Et je crois on espère que le prochain match sera favorable, parce que sur le Mali, ça va être un match très très difficile comme celui d'aujourd'hui. Mais je crois que on a encore la chance de se qualifier. Les Ivoiriens sont avertis. Les Aigles dans cette CAN veulent aller loin et ils en ont les moyens. La preuve, après une laborieuse phase éliminatoire que Seydou Keita et ses partenaires ont bouclée de façon convaincante face à l'Algérie, l'équipe vient de montrer un visage de conquérant face à des Camerounais rapidement descendus de leur piédestal. Le reste est une question de mental et ce sera la clé pour s'ouvrir les portes du second tour. Voilà, en avant nos aigles, c'est tout pour cette édition. Demain 10h, 13h, Khadija Toukone, je vous retrouve pour la grande édition du soir. Excellente nuit à tous.